Bonsoir à tous, lundi 5 février, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV78, l'essentiel de l'actualité locale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de cette édition. Elle vient d'être inaugurée à Guyancourt. La maison de santé pluridisciplinaire de Villarroy compte 18 professionnels, médecins, généralistes, spécialistes et paramédicaux. Un projet attendu de longue date pour contrer la menace de désertification médicale qui pèse sur la commune. C'est un collectif national résistance à l'agression publicitaire a pour objectif de lutter contre les effets négatifs de la publicité. Ce week-end, l'antenne saint-quentinoise a mené une opération contre les écrans numériques publicitaires. Nous en parlons avec Antonin Moulard, membre de l'association. Enfin, c'est une première à Thoiry. Le zoo organisait samedi un forum emploi. Près d'une cinquantaine de postes étaient à saisir à quelques jours du début de la saison 2018 au parc yvelinois. Et puis nous parlons également de l'UVSQ, l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui s'est dotée récemment de référents sécurité. C'est à suivre, référent défense, c'est à suivre dans ce journal. Mais on rejoint tout de suite Camille Lambert qui est à Guyancourt. Bonsoir. Alors, il y a un nouveau venu aujourd'hui, Camille Lambert, dans les Yvelines. C'est la neige qui est tombée aujourd'hui. Et les Yvelines, d'ailleurs, qui sont placées en vigilance orange neige. C'est depuis aujourd'hui. Bonsoir Grégory, oui, les Yvelines sont placées en vigilance orange depuis ce matin par Météo France. Ce midi, quelques flocons de neige sont tombés dans le département, notamment ici à Saint-Quentin en Yvelines, comme vous pouvez le voir derrière moi. Mais c'est surtout cette nuit que la vigilance sera plus importante dans le département pour cause de neige et verglas à partir de 3 heures du matin. Des chutes de neige plus importantes sont attendues demain, mardi 6 février, toute la journée, et elles devraient tenir au sol dans l'ensemble de la région. Les cumuls finiront par atteindre 5 à 8 cm. À Saint-Quentin en Yvelines, les équipes se préparent déjà à intervenir avec des engins de salage. L'agglomération qui a mis en place un service d'information gratuit par SMS sur son site internet peps.ski.fr. Vous pouvez vous abonner pour recevoir des alertes, c'est gratuit et notamment pour en savoir plus sur les conditions de circulation. Attention sur les routes car les risques d'accidents sont accrus. Météo France recommande d'être très prudent en cas de déplacement, tout particulièrement dans le secteur forestier où des chutes d'arbres peuvent donner quelques difficultés de circulation. Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol et n'oubliez pas de prévoir un équipement minimum au cas où vous seriez bloqué plusieurs heures dans votre véhicule au bord de la route, notamment couverture et bouteilles d'eau. Les températures ne devraient pas excéder 0 degré. Merci Camille Lambert et également à Nicolas Dandré aux moyens techniques. Et je rappelle donc que le département est placé en vigilance orange neige verglas. Et les Yvelines qui sont également toujours en vigilance orange inondation. Ce soir, la région Île-de-France va débloquer 1 million d'euros pour les communes victimes des crues, annonce ce matin de la présidente de la collectivité Valérie Pécresse. Un fonds d'indemnisation auquel pourraient s'adjoindre d'autres aides, notamment pour traiter la pollution de l'écluse de Méricourt que vous voyez à l'image. 250 tonnes de déchets jonchent la Seine sur 8000 m² et les immondices qui pourraient se retrouver sur les berges du village quand le barrage rouvrira. 18 professionnels de santé, généralistes, spécialistes et paramédicaux. Guyancourt a inauguré vendredi soir sa première maison de santé pluridisciplinaire, un lieu attendu par les habitants de la ville qui souhaitent lutter contre le problème de la désertification médicale. Sujet de Patrick Jacques de Dixmude et Camille Lambert. Espace de rééducation, podologues et kinésithérapeutes, 18 professionnels de santé réunis en un seul lieu. La maison de santé pluridisciplinaire de Guyancourt, 1000 m² au cœur du quartier de Villarroy. Un projet qui devrait permettre de lutter contre la désertification médicale à Saint-Quentin en Yvelines. D'abord, il y a une chute démographique des médecins et deuxièmement, il y a aussi une augmentation des charges sur les médecins, ce qui fait qu'ils sont poussés à se rassembler. Il faut qu'ils changent leur organisation. Donc voilà, c'est une réponse pour que nos citoyens aient une réponse de leur médecin plus rapide. Vous savez, qui n'a pas été confronté à avoir un rendez-vous à 3 mois pour un médecin spécialiste. C'est en effet un mode d'exercice qui, pour un médecin, est beaucoup plus satisfaisant car il permet de nombreux échanges et qui, pour le patient, facilite également les choses puisqu'il permet une bien meilleure coordination du parcours de soins. Initiée en 2009, 5 années de travail ont été nécessaires pour créer cette structure. Avec l'aide de Saint-Quentin en Yvelines et l'Agence régionale de santé, Guyancourt a pu la mettre en service dès septembre 2017. Mais si les premiers mois sont concluants, pour ce professionnel, le combat contre la pénurie de médecins n'est pas encore gagné. On sait bien sûr que la pénurie, elle vient de la diminution des numerus clausus pendant 20 ans. On ne va pas rattraper avec des maisons de santé la pénurie médicale qui existe. Il faudra
Le numerus clausus a re-augmenté depuis 2005. À partir de 2020, ça va aller mieux. Selon le ministère de la Santé, le principal problème est avant tout la répartition, surtout en zone rurale. Afin d'attirer les jeunes professionnels, d'autres maisons de ce type devraient voir le jour dans les prochaines années, notamment à Plaisir. Stop pub vidéo, 3 mots que vous avez peut-être vus ce samedi à la gare SNCF de Saint-Quentin en Yvelines et au centre commercial Espace Saint-Quentin. C'est une opération contre les panneaux publicitaires qui a été animée par un collectif, c'est Résistance à l'agression publicitaire. Bonsoir Antonin Moulard. Bonsoir. Vous êtes membre de ce collectif. Alors ce week-end c'était une opération à l'échelle nationale, déclinée donc en local sur Saint-Quentin en Yvelines. Qu'est-ce qui a été fait concrètement par le collectif? Alors nous sommes partis de la gare de Saint-Quentin et nous sommes allés au centre commercial Espace Saint-Quentin où nous avons recouvert 10 panneaux, 10 écrans publicitaires qui sont là depuis déjà bien 1 an et demi et qui saturent l'attention des passants par des messages lumineux qui bougent et donc qui s'imposent véritablement dans l'espace visuel du centre commercial, des messages qui ne sont pas forcément sollicités et nous tenions à les dénoncer comme l'ont fait de nombreuses personnes, près de 150 partout dans les villes de France. Et voilà, nous demandons une réglementation en la matière, notamment locale, parce qu'il n'y a rien dans les règlements locaux. Aujourd'hui, c'est les communes qui fixent ces règlements en termes de publicité? Alors oui, il y a un cadre national, mais c'est surtout les communes qui ont une prérogative à ce niveau-là. Et notamment, il y a de nombreux règlements locaux de publicité de Saint-Quentin, des villes de Saint-Quentin qui sont obsolètes, qui n'encadrent pas du tout, en fait tous, aucun n'encadre les écrans vidéo. Et nous, notre crainte, c'est qu'actuellement, il y a une recrudescence d'écrans vidéo publicitaires partout dans les espaces publics. JC2Co et Claire Chanel en diffusent de plus en plus, en vendent de plus en plus. Et on voudrait une réglementation qui les interdise véritablement. Ouais. Alors, vous menez aussi notamment des actions, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, contre des pages publicitaires. Là, c'était particulièrement donc, contre des panneaux publicitaires animés, des panneaux numériques que l'on peut voir notamment dans les centres commerciaux. Oui, tout à fait. Donc nous, notre crainte en fait par rapport à ça, c'est véritablement la surconsommation qui est diffusée par ces écrans publicitaires, qui est plus la consommation électrique qui est générée par ces panneaux publicitaires. La consommation à la fois électrique, parce qu'effectivement, un écran publicitaire génère la consommation de l'équivalent de 2 foyers, un seul panneau, 2 foyers. On parle d'urgence climatique. On parle de climat. C'est indécent, oui, dans ce climat après les accords de la COP21. On parle de lutte contre le réchauffement climatique. C'est indécent, ouais, de voir ces panneaux. Tout à fait. Il n'y a aucune volonté politique à l'heure actuelle, même des élus des villes, pour avancer en ce sens-là. Il y a des économies d'électricité à faire qui sont données et rien n'est fait. Et pour le coup, là, c'est vraiment une question de volonté politique. Mais on se dit en même temps des panneaux publicitaires dans des centres commerciaux, le lieu s'y prête finalement. Pourquoi il ne faudrait pas qu'il y ait de publicité dans les centres commerciaux? Un centre commercial, pour moi, c'est un espace agréable où je peux aller faire mes achats tranquillement, en connaissance de cause et en réflexion aussi. Je n'achète pas n'importe quoi et je souhaite à tout le monde d'acheter en conscience, de ne pas se laisser berner par des messages faux, fallacieux, souvent trompeurs. Et les écrans publicitaires envoient ce type de messages, notamment pour des produits qui n'ont que peu d'intérêt. Ça peut être de la vodka, ça peut être du fast-food, bref, toute la vitrine de la société de consommation qui essaye de nous refourguer ces produits en masse est très peu important finalement. Donc finalement, ouais, sur la forme, la publicité qui peut générer une pollution, mais également sur les messages qui sont véhiculés. Sur l'opération, comment a-t-elle été reçue samedi? Est-ce que c'était quelque chose de légal que vous avez fait finalement sur ces publicités? Ah oui, c'est complètement légal. On peut s'exprimer dans l'espace public. Ouais. Pour nous, c'est un espace semi-public. Car certes, il appartient à l'entreprise de l'espace Saint-Quentin. Néanmoins, il est accessible librement, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de droit d'entrée. Et d'un point de vue juridique, c'est un espace semi-public. Donc, à ce titre-là, il peut être réglementé par
par un règlement local de publicité. Et donc, nous demandons clairement que soient interdits ces dispositifs qui poussent à des consommations pas responsables les personnes qui fréquentent ce centre. Donc qui sont interdits, donc que les publicités actuelles soient retirées pour le coup. Ah oui, que les écrans publicitaires soient retirés et qu'une législation, une réglementation à l'échelle de tout Saint-Quentin soit faite pour interdire ces écrans publicitaires. Justement, sur Saint-Quentin-en-Yvelines, si on revient sur l'année 2017, vous avez mené une action notamment contre des bâches qui étaient exposées. Il y a eu des bâches sur le Vélodrome national, également sur le gymnase Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux, des bâches en général qui faisaient la promotion de la Ryder Cup. Là, pourquoi votre collectif est intervenu? Pourquoi vous avez jugé nécessaire d'intervenir? Alors oui, on est intervenu en la matière. Vous voyez, non seulement l'industrie publicitaire investit des espaces qui ne sont pas réglementés, mais en plus, elle investit des espaces qui sont réglementés et bien souvent, les espaces publicitaires ne respectent pas la loi. Et c'est quand même grave. Sur le Vélodrome, vous jugiez que ça pouvait être un risque pour les automobilistes. Il y a la Nationale 10 qui passe juste à côté du Vélodrome, des grandes bâches publicitaires qui peuvent être un risque pour les automobilistes qui regardent ces bâches peut-être en passant. C'est ça aussi votre crainte? En fait, la publicité a pour objectif de déclencher une pulsion psychologique chez la personne de façon à créer une pulsion chez elle. En l'occurrence, on ne peut pas dire que les automobilistes soient une cible, puisque les automobilistes sont censés se concentrer sur leur conduite. En neurosciences, de nombreuses recherches montrent qu'il y a clairement une intention de saturer l'attention des personnes pour leur faire un peu ce qu'on veut. Alors, vous et moi, on va dire, mais non, on n'est pas influencés. Mais bien sûr qu'on n'est pas influencé par une publicité, on est influencé par une multitude de messages qui se répètent, sans qu'on en soit totalement conscient. Finalement, on commence à utiliser des mots qui sont diffusés par cette publicité. Les images nous deviennent familières. C'est un message qui est assez difficile à faire entendre parce que du coup, l'individu n'est pas complètement maître de lui-même, mais c'est un message nécessaire à entendre. Et c'est pourquoi nous menons des actions non violentes en la matière pour faire prendre conscience au public que c'est un débat important. Et on peut retrouver toutes vos actions sur le site internet, notamment qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Antonin Moulard d'avoir été avec nous. Je rappelle, membre de ce collectif Résistance à l'agression publicitaire et donc pour l'antenne de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci d'avoir été avec nous. À l'approche du début de la haute saison, le parc zoologique de Thoiry organisait ce week-end un forum de l'emploi, une journée de recrutement d'agents polyvalents pour la restauration, les caisses ou encore le service d'entretien, des postes de saisonniers occupés à partir du mois de mars jusqu'à septembre. Nicolas Dandry s'est rendu sur place. Reportage. Et si moi je peux le résoudre, je le résoudrai. Si je peux pas, tout de suite, j'en parlerai. Parfait. Johan, 20 ans, est étudiant en licence d'économie gestion-finance. Il vient postuler pour un poste en caisse-restauration au zoo de Thoiry. Comme lui, ils étaient plusieurs étudiants à vouloir trouver un emploi, notamment pour la période estivale. Je suis venu pour trouver un travail pour l'été, quoi. Pour essayer de travailler un peu. En ce moment, je suis au chômage et on est sur le local. Ils m'ont dit de venir ici pour chercher quelque chose. Et je suis étudiant et ça m'arrange pour payer mes études. Moi, déjà, de base, quand j'étais petit, je voulais faire vétérinaire. Après, les études étaient trop longues et là, j'ai vu qu'ils embauchaient et je suis venu. Comme j'aime bien tout ce qui est animalier, tout ça, zoo. Des jeunes parfois familiers du zoo. La direction propose différents contrats pour travailler le week-end, les vacances uniquement le dimanche ou en semaine. Des postes saisonniers et flexibles pour le service d'entretien, la caisse ou la restauration. Et la possibilité de choisir parmi plusieurs candidats. Le but de ce forum, c'était de recevoir un maximum de gens, de collecter des CV et de ne pas dire tout de suite, bon, on a besoin de vous la semaine prochaine, mais peut-être dans un mois, même cet été. Moi, j'espère avoir des étudiants qui nous disent en juillet-août, je suis dispo. Ça sera bien plus facile pour anticiper. Tout au long de l'année, l'effectif du parc est composé de 58 employés. Durant la haute saison, ils sont près de 90 personnes à travailler dans le zoo. Le zoo de Thoiry, justement, qui compte depuis la fin de la semaine dernière un nouveau venu, un nouveau pensionnaire, UNESCO. C'est le nom de ce jeune rhinocéros de 2 ans, arrivé jeudi dans le parc. Il est né en Ardèche, dans le safari de Peaugres. UNESCO va prendre d'abord ses marques dans son box avant de sortir. Vous pourrez le rencontrer à partir du 14 février, date de la réouverture du site. Thoiry a donc de nouveau 3 rhinocéros. Ils étaient 2 depuis la mort de Vince. C'était en mars 2017, tué pour sa corne par des braconniers.
Nouvel invité avec moi sur ce plateau, c'est Sébastien Floquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en chimie à l'Institut Lavoisier de l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Oui. Et vous êtes également, c'est pour ça que vous venez nous voir, non pas référent sécurité comme je l'ai dit tout à l'heure, mais référent défense de l'université. L'UVSQ s'est doté de 3 référents défense. Vous, mais également Jacques de Maillard et Thomas Liedman, qui sont tous deux professeurs en sciences politiques. Très rapidement, on aura l'occasion de revenir sur vos missions juste après, mais c'est quoi concrètement un référent défense pour une université ? Alors, le principal rôle des référents défense, en fait, c'est de créer des liens entre l'université et le monde de la défense, d'une façon très générale. Et donc ça répond à un protocole d'accord en fait entre le ministère de la Défense, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Enseignement supérieur. Oui, ça remonte à 2016, ce protocole d'accord. Ça remonte à un protocole d'accord, oui, qui remonte à 2016. Et donc toutes les universités et grandes écoles françaises, normalement, sont dotées de référents défense. Et pourquoi il y a eu ce protocole d'accord ? Est-ce que ça voulait dire que ce lien entre justement la jeunesse, la défense, la sécurité nationale était encore trop flou, des notions qui étaient floues peut-être pour les jeunes ? Oui, l'idée c'était de sensibiliser l'école et l'université aux questions de défense et de sécurité. On a un monde qui est pas complètement sécure en ce moment. Donc c'est important d'être sensibilisé. Les attentats de 2015-2016. C'est ça, il y avait un contexte aussi de menaces terroristes qui a peut-être... Le protocole d'accord c'est vrai qu'il a été renouvelé en 2016, donc on était en plein dans ces questions-là. Donc c'est quelque chose d'important que les gens soient sensibles à ce genre de questions, défense et sécurité. Vous dites renouvelé en 2016, c'est-à-dire que c'était déjà en place sur d'autres campus ? Il y avait déjà un protocole d'accord qui datait de 2007 en fait, qui était moins précis que celui de 2016. Et donc voilà, donc depuis 2016, toutes les universités et grandes écoles doivent être dotées de référents défense. Alors, au niveau de l'université de Versailles, donc on est multisite, on est pluridisciplinaire. Donc l'UVSQ a fait le choix de se doter d'un collège de référents défense. C'est ça, il y a des référents finalement seniors, vous en faites partie avec vos 2 autres collègues. Il y a également un collège junior qui doit voir le jour avec des étudiants. Exactement. Donc nous on a fait ce choix-là qui nous semblait être le plus judicieux pour pouvoir échanger, pour pouvoir proposer des choses, pour être actif, pour proposer des conférences, des salons, intervenir dans différentes unités d'enseignement. Donc pour l'instant on est 3 seniors effectivement, donc Jacques de Maillard, Thomas Lindemann, donc qui sont professeurs en sciences politiques, moi-même, donc maître de conférence en chimie, et puis donc on a une étudiante en master de management qui va nous rejoindre également, donc je l'ai rencontrée tout à l'heure, qui sera référente junior et qui est réserviste par ailleurs. Et puis évidemment, donc ça c'est encore ouvert. Si on peut avoir 1 ou 2 étudiants supplémentaires, évidemment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et comment ça se fait que vous êtes devenu référent défense ? Est-ce que c'est vous qui avez proposé peut-être une candidature ou l'université vous a sollicité ? Comment ça s'est alors il se trouve que depuis quelques années, je suis officier de réserve à la direction générale de l'armement. Très bien. Donc je suis très sensible aux questions de défense et donc effectivement l'université n'était pas dotée de référent défense et c'est effectivement donc c'est une proposition de ma part donc à l'université, donc au président donc à l'époque Didier Guillemot et puis Alain Buis, donc qui ont adhéré et puis qui ont validé évidemment ce projet de mise en place de collège de référents défense. Et quelles sont vos différentes missions ? Là, ça se met du coup en place. Ça a été mis en place tout récemment. Donc la mise en place, elle date de fin 2017, octobre 2017. Donc la mission, c'est évidemment de créer des liens entre défense et université. Et ça se fait par quel moyen ? Ça peut intervenir donc au niveau des enseignements. Donc il y a des masters qui sont très focalisés disons, sur les questions de défense et de sécurité. Ça peut intervenir au niveau d'une unité d'enseignement libre. Donc il y a une UE libre qui est en train de se mettre en place sur l'engagement citoyen. Au sein de laquelle donc on va intervenir pour parler de réserve militaire notamment. Et de garde nationale. Ça intervient également donc, pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Il y a beaucoup de possibilités d'embauche au sein des armées, alors soit en tant que militaire, soit en tant que civil. En fait, finalement, il y a plein de manières de pouvoir s'engager en faveur de la France. Donc c'est également créer des liens entre la recherche, donc les laboratoires, et l'armée, donc en particulier la DGA. Donc au niveau des enjeux stratégiques de la recherche. Et puis c'est également une de nos missions, c'est de faire connaître
la possibilité d'engagement citoyen au sein de la réserve militaire, donc en particulier pour les étudiants, leur faire connaître. Donc il y a un certain nombre de mesures incitatives qui ont été mises en place pour que les étudiants s'engagent dans la garde nationale. Donc une aide au permis de conduire, une aide aux études, etc. Donc moyennant certaines conditions évidemment. Donc notre rôle, c'est de les informer sur ces mesures. Et puis notre rôle également, donc, c'est pour ces étudiants qui feraient ce choix d'engagement citoyen, donc c'est de les orienter, de les conseiller, de les écouter, de les informer, mais aussi de faire reconnaître leur engagement citoyen donc, auprès de l'université. Donc, dans ce cadre-là, c'est l'UE Engagement Citoyen qui est en train de se mettre en place. Donc les étudiants qui s'engagent de façon importante, alors, dans la réserve militaire, mais aussi dans les associations, dans les conseils étudiants, etc., donc, pourront valoriser ces engagements sous forme de CTS au travers de cette UE. Donc ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place à la rentrée prochaine. Dernière chose, il nous reste un peu moins d'une minute pour venir vous rencontrer. Est-ce qu'il y a des permanences? Est-ce qu'on prend rendez-vous avec vous? Comment ça se passe? Il n'y a pas de permanence, mais bon, on trouve mon mail assez facilement sur le site de l'université. Qui s'affiche actuellement comme ceux de mes collègues, je pense. Donc il n'y a pas de souci à me contacter. Et puis, dans la mesure de mes disponibilités, on discute. Évidemment, il n'y a aucun souci là-dessus. Merci à Sébastien Floquet d'avoir été avec nous. Merci. Vous êtes l'un des référents défense de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Je rappelle également que vous êtes maître de conférences en chimie à cette même université et plus précisément à l'Institut Lavoisier à Versailles. Le sport, c'était un match à ne pas manquer pour les passionnés de handball féminin. Ici, Paris affrontait ce week-end l'équipe norvégienne des Vipers Kristiansand. C'est difficile à dire, en Coupe d'Europe. C'était au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines samedi pour leur deuxième match organisé par le club francilien dans la structure. L'événement a attiré plus de 4000 spectateurs. Retour sur la rencontre avec Nicolas Dandry et Mickaël Elmidoro. Une atmosphère des grands soirs ce samedi 3 février au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 4000 spectateurs se sont rassemblés dans l'enceinte pour assister au match de Coupe d'Europe EHF entre les joueuses d'ici Paris et les Norvégiennes de Kristiansand. Justement, ça permet aussi de faire découvrir aux enfants l'ambiance d'un match et puis les joutes européennes, c'est toujours particulier. Parmi eux, une cinquantaine de Norvégiens avaient fait le déplacement pour ce choc européen comptant pour la 5e journée de la phase de groupe. Je ne sais pas si on va gagner, je pense que c'est un match difficile, je suis un peu effrayé de l'issue de la rencontre, mais j'ai l'espoir qu'on puisse le faire. Un espoir récompensé, les Vipers Kristiansand s'imposent d'un but dans les dernières minutes contre les Franciliennes. Score final 25-24. Ici, Paris menait pourtant de 3 buts à la mi-temps. L'ambiance du Vélodrome n'a pas réussi à empêcher la remontada des Norvégiennes. Et c'est des matchs avec des joueuses très expérimentées. Une bonne partie des joueuses de Vipers sont en équipe de Norvège, dont la gardienne et l'arrière-gauche ou la demi-centre. Et ouais, il nous a pas beaucoup réussi cette année, mais bon. C'est pas grave, on va essayer de gagner le prochain match de Coupe d'Europe. Il y avait une super ambiance. L'année dernière, nous avions gagné contre Brest. Ce match-là était très serré et nous avons une nouvelle fois bien joué ici. Et peut-être l'année prochaine encore. Les joueuses d'ici Paris se déplaceront sur le terrain des Russes de l'ADA pour la 6e et dernière journée de phase de poule de Coupe d'Europe. En cas de qualification, les Lyonnes pourraient revenir pour un nouveau match européen au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines dans les prochaines semaines. Un mot de littérature avant de refermer ce journal. Raphaël Baquet et Ariane Chemin faisaient la promotion de leur ouvrage La Communauté. Les deux grands reporters du Monde y retracent notamment l'histoire de la ville de Trappes. Vendredi dernier, elles rencontraient donc leurs lecteurs à la maison de l'étudiant de Guyancourt. Un rendez-vous organisé par la librairie Le Pavé du Canal. Mélanie Poquet a suivi les échanges. Pourquoi on a choisi Trappes? Parce qu'on avait le souci, on a toujours le souci dans nos livres de raconter un peu l'époque. La maison de l'étudiant a fait le plein. Plus de 110 personnes ont fait le déplacement. Face à eux, les deux grands reporters du Monde, auteurs de l'ouvrage La Communauté. Tout est vrai. Tout ce qu'on raconte est vrai. On a essayé de raconter cette histoire sur pratiquement 50 années, de façon agréable aussi. Il faut que ce soit un ouvrage plaisant à lire, mais rien n'est romancé, rien n'est inventé. On a reçu beaucoup de courriers, beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de messages, donc ça c'est toujours très agréable quand on écrit un livre. C'est mieux qu'un livre qui tombe dans le silence ou l'oubli, et c'est pour ça qu'on est très content de continuer cette discussion. Une discussion animée d'1 heure et demie dans le public, des participants à l'ouvrage et d'autres qui s'estiment oubliés, des avis divergents.
J'aime beaucoup les livres de ces écrivains et puis là voilà, je viens de lire celui-là et j'avais vraiment envie d'entendre leur façon de travailler. Cela est fort intéressant puisque ce qui a été vécu à Trappes a été vécu par plusieurs communes des Yvelines et d'Île-de-France. Je suis trappiste depuis un peu plus de 50 ans maintenant. Je connais bien Trappes et ce livre tel qu'il est là me scandalise, c'est le moins qu'on puisse dire, compte tenu des a priori qu'il donne. Face au succès de cette soirée, la librairie du Pavé du Canal envisage une autre rencontre. La communauté est parue le 3 janvier. C'est la fin de ce 7-8 journal. Cette édition, vous pouvez la revoir sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Très bonne soirée et excellente semaine à tous.